Bonsoir chers téléspectateurs. Merci d'être fidèles à Expression, votre émission qui donne la parole à l'ensemble des acteurs de la culture négro-africaine sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous allons recevoir un romancier gabonais, Dominique Douma, pour parler de son roman Moigni. Et ensuite, nous recevrons en deuxième partie Oumoussi. Puis, nous parlerons des chroniques de Innocente, l'exposition d'œuvres d'art à Gorée. Souley va nous parler du calvaire des travailleuses domestiques dans les pays arabes. Monsieur Dominique Douma, bonsoir. Bonsoir, Paul Courant. Et je te présente mes compagnons, Innocente Courant. Innocente, bonsoir. Bonsoir. Et Souley Agara. Souley, bonsoir. Bonsoir, Paul. Voilà. Dominique Douma, vous êtes là, tu es là, on va sûrement se tutoyer après. Pour ton roman, Moigni, qui est sorti il y a quelques semaines, c'est bien ça? Déjà un mois, en tout cas. Déjà un mois. Très bien. Mais Dominique, je vais commencer d'abord, peut-être par tenter de te présenter. Voilà. Dominique Douma, vous êtes né à Mayumba, au Gabon. Vous êtes auteur-compositeur, chanteur, comédien, metteur en scène très connu au Gabon et dans les festivals de théâtre en Afrique et en Europe, notamment au Burkina Faso en 2002, au Congo en 2002, au Maroc, au Nigeria en 1977, au Sénégal, au Canada, en France, à Limoges en 2009, en Belgique, en Suisse, et même en Suisse italienne, un globe-trotteur, quoi. Ah, oui. Au cinéma, vous avez tenu des rôles importants, et à la télévision, une série télévisée, Les années école. Vous avez écrit un deuxième roman, intitulé Vokuna en 2016, que j'espère qu'on viendra analyser ensemble un de ces jours ici. Absolument. Vous êtes titulaire d'un certificat européen d'écriture et d'analyse cinématographique et d'un diplôme complémentaire de 3e cycle en art du spectacle vivant européen de l'Université libre de Bruxelles. Titulaire d'un master et d'un doctorat en théâtre et art du spectacle vivant de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, mais également en sciences sociales à l'Université Omar Bongo de Libreville. Vous êtes animateur et producteur à Africa numéro 1, en très grande difficulté bien sûr, et vous animez des caravanes littéraires, vous sillonnez le Gabon avec votre compagnie théâtrale, Les Renaissances de Libreville. J'ai oublié quelque chose, Dominique? Non, je crois que pour l'essentiel, par rapport, disons, à mes activités principales, parce que moi, je me considère plus d'abord artiste. C'est vrai qu'il y a des activités annexes, mais je crois que le bref portrait que tu viens de faire résume ce qui fait, disons, mon essence d'acteur. Acteur ou formateur d'acteur? À la fois acteur et aussi formateur. Il a plusieurs casquettes, monsieur. Voilà, parce que je suis aussi professeur. Plusieurs cordes à son art. Voilà, je suis aussi professeur d'art dramatique à l'École normale supérieure du Gabon. J'ai donné quelques cours aussi en art dramatique à l'Université Omar Bongo de Libreville, au département littérature africaine. Et puis, avec ma troupe, les Renaissants, c'est aussi une école, un atelier de formation, parce que la plupart des acteurs, des metteurs en scène gabonais qui sont connus sur la place, tout à l'heure en off, Innocente évoquait par exemple Michel Ndao, mais Michel Ndao, c'est moi qui l'ai formé avec la troupe téléthéâtre que j'avais au niveau de la télévision. Donc ça, ce sont les élèves de cet atelier-là et qui a formé plein, Stevie Moussirou, les Django, les Vincent Bouka et même des dames. D'ailleurs, Innocente, dans son... disons, va parler des femmes tout à l'heure, si je ne me trompe pas, ou bien peut-être nous, mais je vous parlerai aussi des femmes gabonaises qui ont été formées dans le théâtre, mais qui sont devenues des grandes dames, disons, de la scène politique, du monde du spectacle, politique, et voire même, disons, au niveau de l'enseignement. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que, bon, ben, acteur, formateur,
et puis la générosité de partager surtout. Merci. On vous laisse avec Innocente qui a quelque chose. Nous avons comme titre de l'œuvre que nous présentons aujourd'hui, Mouini. Est-ce que nous pourrons avoir la signification de ce titre? Alors, Mouini, en langue vili, d'où je suis originaire, littéralement en français veut dire l'étranger. J'ai choisi, disons, ce titre de Mouini parce que d'abord, vous savez, nous nous battons beaucoup en Afrique pour revaloriser nos langues, notre vocabulaire, notre grammaire, disons, authentique. Et moi, je me suis dit, je pouvais par exemple mettre directement l'étranger, mais ça allait porter à confusion, ça allait être comparé au titre de l'étranger de Camus. C'est pourquoi j'ai préféré, disons, mettre un vocable qui est propre aux langues vili, qui dit étranger veut dire moigne. Moigne, pourquoi? Voilà, pourquoi? Parce que tout simplement, le parcours qui est, disons, retracé dans ce roman m'a fait comprendre d'une manière matérielle ou immatérielle ce sens d'être étranger dans son milieu, disons, familial, dans son milieu national, dans son milieu terrestre et voire même céleste. Parce que tout à l'heure... dans un contexte familial. Bien sûr, parce que, vous savez, on a beau être dans n'importe quelle famille. C'est le morceau à l'africaine, on dirait. Mais bien sûr, ça dit qu'on peut être issu d'un même père, d'une même mère, mais nous avons des caractères différents. Il y a des différences entre nous. Vous avez, par exemple, dans certaines familles où vous vous rendez compte qu'il y a des enfants qui, entre guillemets, ne se sentent pas aimés par leur père ou leur mère, ou bien même par tous les autres membres de la famille, et qui se sentent un peu marginaux. Voyez, est-ce que très souvent, ce sont des actions qui sont vécues au quotidien qui font penser, qui font dire à cet enfant-là, ou bien à cette personne-là, que je suis marginal, que bien que je sois dans tel cercle familial, eh bien, j'ai l'impression que je n'ai pas ma place là. Vous voyez, on a toujours cette sensation-là. Et c'est à ce moment-là que vous avez des personnes qui, lorsqu'elles ont compris qu'elles ne sont peut-être pas de la même philosophie que les autres membres de la famille ou même les autres membres du village, disons, essaient de faire des choses individuelles, mais sans pour autant, disons, mettre à mal la société tout entière. Est-ce qu'on peut dire que Mouini, c'est le récit d'une victime? Oui, Mouini, c'est le récit d'une victime parce que tout simplement, c'est à l'âge de 9 ans, et c'est peut-être déjà pour anticiper une question que peut-être vous allez peut-être me poser. Mouini, c'est un roman autobiographique. Parmi tous les genres, disons, littéraires, j'ai choisi le roman autobiographique parce que tout simplement, ça c'est mon avis. Lorsqu'on fait un roman autobiographique, on sauvegarde la sincérité et la vérité. Parce qu'on prend des risques de mettre à la disposition des lecteurs une histoire qu'on a vécue. Parce que l'histoire qu'on a vécue, ou bien qu'on est en train de lire, peut porter, disons, peut demander des interrogations. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un roman autobiographique que dès le premier chapitre, vous parlez des origines de votre famille? Et quelle est la nécessité à faire ce travail ethnologique d'histoire avec des précisions généalogiques? Mais, Innocente, lorsque, par exemple, on se sent victime d'une crise d'identité, mais la première question qu'on se pose, c'est: qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Qui est mon père? Qui est ma mère? Quels sont mes grands-parents, mes arrière-parents? Parce que c'est ça qui va faire en sorte que lorsqu'on a compris l'arbre généalogique, qu'on se dit, bon,
on peut à ce moment-là tirer des conclusions. On s'est dit, c'est fort possible que je ne sois pas en symbiose avec ce milieu-là. Parce que tout simplement, je me rends compte que si vous avez par exemple des grands-parents qui ont été par exemple comme on dit chez nous en Afrique, des sorciers envoûteurs par exemple. Mais lorsque vous avez par exemple une mentalité de générosité, mais vous ne pouvez pas vous sentir appartenir à cette famille-là où on vous dit que votre grand-père, par exemple, dans le village, a eu dans la nuit à se transformer en fauve pour aller, par exemple, décimer les autres familles. Voyez que donc la généalogie est importante d'être connue pour qu'on se situe dans sa famille, pour qu'on s'y sente à l'aise ou alors qu'on s'y retire parce que tout simplement, il y a un problème de karma. Oui. Alors, est-ce que l'écriture a eu une fonction thérapeutique? Ah, bien sûr que oui. Parce que l'écriture vous a quand même aidé à sortir de cette crise identitaire. Bien sûr que oui. Non seulement l'écriture m'a aidé à travers les romans que j'ai lus depuis mon enfance, mais aussi les pièces de théâtre que j'ai lues et que j'ai mis en spectacle. Parce que ces romans que j'ai lus, ces pièces de théâtre que j'ai choisies pour mettre en spectacle, m'ont fait découvrir ce que c'est l'être humain. Aujourd'hui, je suis en train de terminer, j'ai déjà terminé, le roman de Milan Kundera, la légèreté insoutenable de l'être. Mais voyez, à travers ce roman-là, ça m'a permis aujourd'hui, malgré mon âge, de comprendre encore ce que c'est l'être humain. Et ça m'a permis de confirmer le besoin pour moi d'écrire, pour trouver en cette voie d'écriture une sorte d'exutoire. Et vous faites penser un peu aux auteurs du XVIIIe siècle en Europe, qui étaient à la recherche de la nature humaine. Absolument. Et moi je conseille d'ailleurs, c'est d'ailleurs même ça le but de votre émission. C'est surtout de faire aimer la lecture aux téléspectateurs, parce que, et moi je viens confirmer cela, parce que la lecture nous apprend beaucoup. Non seulement nous voyageons à travers, disons, la mémoire des êtres humains, mais ça nous permet de comprendre l'humanité et de comprendre les êtres humains, et puis de se connaître un temps soit peu. De se connaître soi-même, et puis de savoir prendre des décisions pour son destin. Alors, Amvumvu, j'ai bien prononcé, oui, j'espère. Oui. Quand les émeutiers défoncent le crâne d'un homme et que votre mère a failli perdre la vie parce que justement elle s'était apitoyée sur le sort de ce malheureux, vous le retrouvez à Mayumba. Oui. Est-ce que c'est pas trop romancé Non, voilà. Non, ce n'est pas du tout romancé. Disons, ce positionnement de roman autobiographique signifie bien que je prends la responsabilité de dire la vérité de ce que j'ai vécu. Effectivement, pendant cette guerre civile-là, j'ai été moi-même spectateur de ce parent qui se faisait défoncer le crâne par les émeutiers. Mais, comme on dit souvent chez nous, il y a, on dirait, un mystère en l'être humain. C'est pas une scène traumatisante, ça. Vous revoyez cette scène, le crâne, tout ça. Ben, disons que avec le recul, en réécrivant l'histoire, oui. J'ai dépassé, disons, ce traumatisme-là. Ah, oui. Mais Innocente, on peut se tutoyer, parce que c'est un peu ça. Bien sûr. Je peux vous dire que cet oncle-là, que j'ai vu le crâne presque défoncé, parce que nous, on est parti après. On l'a laissé en train d'agonir. Mais effectivement, quelques années après, on l'a retrouvé, disons, vivant, mais avec, disons, des traces. Hein, de miraculé. Un miraculé. C'est pour vous dire aussi que, aujourd'hui, peut-être, cette force des êtres humains qu'il y avait au temps de nos parents avait peut-être disparu. Mais on avait toujours l'impression, mais ça c'est mon impression, c'est pour dire que c'est comme si hier, il y avait toujours un double chez l'être humain. C'est-à-dire que il y avait des totems chez nous en Afrique. Quand par exemple, tel personnage, telle personne porte le totem par exemple d'un lion,
ou d'une panthère, eh bien, il y a comme un double de ce totem-là qui le protège, qui fait en sorte que c'est pas sûr qu'il meure tout de suite et qu'il y a toujours quelque chose qui prolonge ou bien qui le sauve, par exemple, de la tragédie. Voilà. Dominique, pour revenir un peu sur les déclencheurs de tout ça, par rapport à la question d'Innocent, vous décrivez les émeutes Congo-Gabon, émeutes qui sont consécutives à un match en 1962, match de football. Je pense que ça a été le déclencheur de toute cette folie meurtrière, cette vindicte populaire contre les ressortissants gabonais, etc., avec étendu à toutes les autres nationalités qui n'étaient pas congolaises, etc. Absolument. Et qui était très tragique, vraiment dramatique. Mais il y a eu ici, quelquefois, malheureusement, des destructions de biens au Gabon consécutives à des matchs perdus, etc. Mais cela est dû à quoi? Pourquoi cette folie meurtrière des gens? Et est-ce qu'en même temps, les politiques, quelquefois, ne récupèrent pas ça? Ah, mais bien sûr que oui. Mais disons que cette folie meurtrière-là est d'abord due au fanatisme. Moi, j'ai toujours dit que toutes les guerres religieuses, par exemple, ne sont créées que par le fanatisme. Lorsque chacun dans sa chapelle dit que c'est la mienne qui est mieux que l'autre, les conflits commencent par là. Alors que si on... Et il y a des fanatiques aussi dans le domaine du sport. Voilà, et au niveau du football, c'est le même fanatisme. C'est-à-dire qu'on n'accepte jamais la défaite. Il y a une affirmation de Léon Blois que je donne toujours à mes élèves quand il s'agit d'argumenter par rapport aux conceptions édulcorées qu'on a du sport. Et Léon Blois affirme: le sport est le moyen le plus sûr de créer une génération de crétins malfaisants. Ah, ça c'est à répéter. C'est à répéter. Oui, c'est très beau. C'est très beau, Innocent. Mais oui, c'est à répéter. Mais bien sûr je que ne oui. Je ne crois pas à ces vertus qu'on attribue au football. Moi, je le dis souvent, bon, tu dois être un amoureux du football. Déjà aux aguets. Oui, mais moi, je ne veux pas, sincèrement, je ne crois pas à ces vertus. Oui, mais pourquoi tu veux limiter au football? Donc, parle du sport. Moi, j'ai dit le sport. Ce déchaînement de folie, de fanatisme qui fait honte à l'humanité. Mais il n'y a pas que le football, c'est le sport en général. Mais disons que le football... Tout est exacerbé. Je vais répéter cette citation-là à partir de mes... Oui, on a un exemple patent de justement ce que ça a et tu fais bien d'en parler dans ton roman. Et là, mais c'est le déclencheur de toute la tragédie. Et sincèrement, ça n'honore pas cet exode, tout ça, c'est ça qui a déclenché ça. Ah oui, c'est ça. Et il n'y a pas eu que ça. Il y a eu un moment, il y a eu des problèmes entre des pays. Toujours. Mais côté sport, il y a eu avec le Bénin, il y a eu avec tel pays, il y a eu tous les mois avec le Cameroun, avec le Bénin, et puis il y a eu plein de choses. Et moi, je vous dis, je répondrai même, j'ajouterai que pour parler de la récupération politicienne, parce que il faut dire, évidemment, la politique politicienne récupère cet événement. Parce que moi, en écrivant Moeni, j'ai fait des recherches au niveau des archives, disons, de ces années-là. Pour restituer la vérité. Voilà, pour restituer la vérité. C'est pourquoi je dis bien que si j'ai choisi ce chemin autobiographique, c'est parce que je suis prêt à brandir les archives historiques qui prouvent que le match n'a été que l'eau qui a fait déborder le vase. Mais entre guillemets, politiquement parlant, il y avait déjà des tensions politiques entre le président, l'abbé Fulbert Youlou, qui était président du Congo-Brazzaville à cette époque, et Léon Mba qui était ici. C'était un problème de frontière entre les deux pays. Vous voyez? Et le match de football n'a fait qu'envenimer, disons, la situation. Oui, est-ce que le problème de la frontière a été résolu? Non, le problème de... Mais je suis d'accord avec toi. Le problème de la frontière n'a toujours pas été résolu, à moitié résolu. Parce que, pour revenir à l'histoire du Congo et du Gabon, Franceville, après, disons, des tractations politiques, est devenue une région, une province du Gabon. Et Pointe-Noire est devenue une région du Congo-Brazzaville. Pour que le Congo puisse avoir accès à la mer. Mais... Non, je demande.
Non, mais bien sûr, hein, il y a toujours des Bon, sous. Ça ressemble à un règlement à l'amiable et on peut dire que le problème a été résolu. Voilà, à l'amiable, ça a été résolu. Mais aujourd'hui... Les frontières, je ne Oui. parle plus de l'appartenance de Pointe-Noire. Il ne faut pas Voilà. se déchirer à cause des frontières en Afrique. Voilà, c'est ça. C'est trop artificiel. Je pense Et- que c'est les et- mêmes peuples qu'on retrouve de part et d'autre de ces frontières artificielles. Absolument. Et c'est Voilà. la raison pour laquelle, si j'ai pris la responsabilité de remettre cette Oui, histoire-là donc en le thème roman, de l'étranger, c'est vraiment, pour on dire le sert maintenant. plus jamais ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, par exemple, avec certains remue-ménages traduits avec les matchs passés, on n'est pas à l'abri de ça Ouais, en ces temps-ci. Exactement. Tout peut arriver. malheureusement. Vous voyez, l'intégration, par exemple, de l'Afrique centrale, puisque nous sommes dans cette zone-là, elle n'est pas encore parfaite. Il y a des hésitations. Vous voyez, il y a toujours la suspicion de dire si l'autre vient ici, il va faire ceci, il va prendre tout. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore résolu. Et La si peur de l'étranger. la peur de l'étranger, et si le littéraire, le créateur des œuvres de l'esprit peut tout le temps commettre des œuvres qui peuvent attirer l'attention, peut-être qu'on va contribuer à ce vivre ensemble qui est peut-être intéressant aujourd'hui par rapport à ces frontières artificielles qui sont posées. Moi, je vais vous prendre l'exemple. J'ai été étudiant au CRAC de Lomé, mais j'ai fait des voyages au Ghana et au Bénin. Oui. Mais quand je pars de Cotonou, quand je pars de Lomé pour Cotonou, mais vous traversez Oui. toute une zone, mais Oui. vous avez l'impression que vous êtes dans le même pays. Oui, exactement. Et Ilakonji, qui est par ça, exemple la frontière entre Oui. le Bénin et le Congo, mais, le Bénin et le Togo. et le Togo, mais c'est juste une oui. petite case. Oui. Il a conduit. Je me dis, mais c'est absurde, alors que c'est presque le même pays. Le même peuple. Le même peuple. Alors, même est-ce que culture. la question que je pose, est-ce qu'il faut, comme a dit Souley, est-ce qu'il faut s'entretuer pour ces frontières artificielles? Questionnement, point d'interrogation. Ouais. Oui. Dominique, ce que j'aime dans ton écriture, c'est la recherche de la comment dire, de la précision. Et cette précision, par moments, elle donne des frissons. Je prends comme exemple quand vous décrivez, après avoir échappé à la Vendée, vous vous retrouvez à l'aéroport, dans un hangar. Et vous décrivez, vous dénoncez en même temps, parce que vous dénoncez la manière dont les organismes internationaux gèrent les camps. Et vous décrivez, et moi, il y a un moment, j'ai eu la nausée, quand vous décrivez les toilettes publiques, où des gens viennent alignés d'une manière bestiale, etc. C'est horrible, c'est insupportable. Comment peut-on laisser faire ça? Mais vous savez, c'est là où je pense que... Ils sont alignés, excuse-moi, ils sont alignés comme ça. Alignés sur les fosses septiques et chacun défèque, etc. Absolument. Alignés avec des odeurs insupportables. Oui, c'est l'accueil des réfugiés. Oui, c'est ça l'accueil des réfugiés. C'est l'accueil des réfugiés. Il est toujours... il prête toujours le flanc à la critique. Ce n'est pas bien fait. Oui, mais là, Donc, c'est excessif. Ah oui, c'est excessif parce que... C'est excessif parce qu'il l'a dit ou c'est excessif parce que ça a toujours existé? Non, ça existe existe. Et la encore. manière dont il le décrit, moi, c'est ça. Il met à jour. Oui, la dimension réaliste, il faut la... Voilà, réaliste de oui, votre roman. Il faut saluer son honnêteté. Ouais. Parce que C'est ce que j'ai dit. il ne faut pas voiler la vérité. Il faut dire, et ça, tu as bien fait de le faire, de le présenter comme ça, avec des mots crus, et pour choquer. Parce que désormais, quand les questions de réfugiés, on doit prendre un peu plus de précautions. Plus d'humanité. Oui, Oui. parce que très souvent, on cache, disons, ces coulisses-là, Oui. disons, des réfugiés. Oui. Mais ce que Souley dit, il a raison. C'est une manière de tirer l'alarme pour dire que les conditions dans lesquelles nous sommes... Quand on n'a pas vécu ça, on se dit, oui, bon, sûrement que les organismes internationaux apportent un minimum. Oui, non. Mais quand on a vécu, et je vous assure que C'est un enfer pour certains. c'est un véritable enfer. Ouais, c'est un Quand enfer. vous êtes nu
devant tout le monde. Vous faites les besoins devant tout le monde. Des enfants voient la nudité des grandes personnes. Je vous assure que ça touche et c'est là où vous vous rendez compte que la dignité humaine est bafouée et les droits de l'homme sont bafoués. Et très souvent, les organismes internationaux, excusez-moi de le dire, contribuent aussi, sont complices dans ce bafouement des droits de l'homme. Et c'est pourquoi j'ai voulu parler de cette vérité-là pour que ça touche. Est-ce qu'il y aura des cœurs généreux demain? Je ne sais pas. Non, mais ça va aider, il faut qu'on en parle. Ça va aider à la formation de l'esprit critique. Absolument. Parce que justement, comme s'agissant du football, on cache tous ces aspects négatifs. S'agissant des réfugiés, quand les organismes internationaux interviennent, on cache la vérité. Il y en a qui sont comme dans l'enfer, dans ces camps. C'est des camps de concentration. Ouais, hein. oui. Moi, c'est le terme d'ailleurs que vous absolument. utilisez, hein, Moi, quand je regarde, par exemple, les documentaires sur ce que les Juifs ont vécu au temps nazi, bon, nous peut-être on n'a pas eu on a eu la chance de ne pas être, de ne pas avoir été regroupés dans des maisons, dans des crémaillères, comme on dit. Mais humainement parlant, nous avons vécu ce que les Juifs ont vécu. Quelques détails près, c'est la même chose, quoi. Absolument. Mais Dominique, on sent que tu es un révolté dès le départ. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas eu de révolte. Ça t'a habité très tôt. Avec la famille, tu es parti. Avec l'école, quand tu as subi certains sévices. Avec le clergé, avec le frère Abel, le père Aidé, etc. Révolté jusqu'au bout. Mais je reste un révolté parce que la malchance que j'ai eue, bon, c'est pas une malchance, mais la chance que j'ai eue, c'est que mon oncle, dont je parle dans l'histoire, mais qui est décédé maintenant, qui a été presque un peu mon mentor, parce que en tant qu'instituteur, j'ai beaucoup voyagé avec lui. Et j'avais déjà commencé à lire, dès le bas âge, le combat que certains leaders africains menaient déjà contre le racisme, et ça m'a marqué déjà. Et lorsque j'ai commencé à vivre, même dans mon milieu familial, les injustices qu'il y avait entre les adultes et les enfants, à l'école, entre enfants et enfants, il y avait des injustices, le maître et les enfants, dans la société même, j'avais déjà, disons, cette hargne de ne pas accepter ce qui réduit l'être humain à une expression, mais vraiment animale. Toute forme d'exclusion. Toute forme d'exclusion, voilà. toute forme d'injustice, j'ai toujours été contre. Et ça m'a valu même d'ailleurs des punitions, parce que quand j'allais par exemple dans la rue, quand je trouvais par exemple quelqu'un qui n'avait pas par exemple d'habit, je prenais mon linge et j'habillais cette personne. Wow. Et quand je partais à la maison, on me frappait. On m'a même interdit de m'acheter du linge, parce qu'on me dit, bon, si on t'achète du linge et que tu vas partager dans la rue, tu vas rester comme ça. Non, c'est pour vous dire que l'injustice... Tu avais une soif de justice depuis J'avais longtemps. une soif de justice depuis, et c'est pourquoi je reste un révolté jusqu'à présent. D'accord. Dominique, en 1977, là on sort du roman, avant qu'Innocent ne parle de Beauty, etc. En 1977, grâce au professeur historien Ange Ratos Atanga, un décédé il y a quelques mois, à qui nous rendons ici un grand hommage, un grand monsieur, vraiment. Vous obtenez grâce à lui une bourse universitaire qui inclut l'anthropologie théâtrale, l'ethnologie, la sociologie, la philologie, la technique, la méthodologie et l'ethnosociologie. Tout cela vous sert-il aujourd'hui? Ah, bien sûr que oui. En tout cas, je remercie parmi les éclaireurs de ma vie et de ma carrière artistique, il y a eu Atos Ratanga, il y a eu d'autres encore, les Rosiran Kielo, les Sonny Laboutanzi, ils sont pleins comme ça qui m'ont vraiment Sanvi Panou, qui est un grand acteur, un grand metteur en scène togolais aussi. Ce sont des personnes qui ont marqué ma vie. Et tout ce qu'ils m'ont apporté comme opportunité pour être un homme des arts à la disposition, disons, de l'humanité, eh bien, me sert aujourd'hui. C'est parce que
j'ai compris l'être humain sur le plan anthropologique. C'est parce que j'ai compris les tragédies de l'humanité à travers les crises historiques, ou bien à travers les divisions géographiques, à travers qu'on appelle ça, les injustices sociales. C'est tout cela qui renforce, disons, ma force de servir l'humanité à travers l'art et la culture. Parce que l'art et la culture englobent l'anthropologie, la sociologie, l'ethnologie et maintenant aussi l'ethnocénologie qui est une nouvelle, disons, discipline scientifique que j'ai découvert à travers mes études qui, en principe, redonne à l'homme primitif une grandeur de ce qu'il faisait avant. Parce que c'est à travers le conte, à travers les danses traditionnelles que nous, déjà, Africains, nous créions déjà notre théâtre et nous formions déjà l'homme à partir de tout cela. D'où ma réponse est que tout cela, effectivement, a forgé ma personnalité et ma carrière. Innocent, s'il te plaît. Dominique, avant Innocent, peut-être la dernière question. Dominique, est-ce que aujourd'hui tu es un homme apaisé ou est-ce qu'un jour tu seras un homme apaisé alors? Je ne suis pas encore un homme apaisé. Je le dis pourquoi? Parce que tout simplement, et c'est ça qui va être ma déception. C'est-à-dire que demain, lorsque je quitterai cette terre, j'aurais peut-être dit et j'aurais vu peut-être la réalisation d'un monde, d'un beau monde, peut-être à 60%. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... tu aurais un goût d'inachevé. J'aurais un goût d'inachevé parce que j'ai l'impression que ce que les hommes de l'esprit ont commencé à faire depuis la lutte qu'ils ont menée pour que l'humanité soit belle à vivre, j'ai l'impression qu'on n'arrive toujours pas à atteindre cet objectif-là. Mais on avance quand même. On avance. Beaucoup de surplace. Mais on fait beaucoup du surplace. Ou bien on fait un pas en avant et on fait deux pas en arrière. Un pas en arrière. Non, il y a le progrès. Mais il y a le progrès, mais... Mais il y a comme parfois des impressions... On a l'impression qu'il y a un recul moral, un recul sur... C'est ça, c'est-à-dire que la spiritualité ne progresse pas. Oui. Vous voyez, la spiritualité ne progresse pas. L'homme, c'est la spiritualité. Absolument. C'est pas le matériel. On est toujours dans le matérialisme, et c'est le matérialisme qui fait de nous des moins que rien, enfin au niveau, sur le plan spirituel et moral. Vous voyez, et tant que cette spiritualité-là n'est pas encore assumée, je crois bien que regardez les guerres jusqu'à présent, on continue à s'entretuer, on continue à s'en vouloir, presque pour des banalités. Et les puissants de ce monde sont en train de nous piéger avec les Ce sont eux qui sont encore, disons, les fossoyeurs de l'humanité. Oui. Je ne peux pas comprendre, Paul Courant, si vous êtes président d'une république, que vous soyez encore le premier à, disons, exterminer vos citoyens, alors que vous avez la mission de les protéger, de leur apporter, disons, une espérance de vie. Est-ce que c'est ça, notre humanité qui va de l'avant? Moi, je pose la question. C'est voilà. totalement absurde. Je pose la question, en tout cas. Totalement absurde. Elle a une forte envie de... Oui. J'ai envie de savoir, de connaître ce qu'est le Bwiti. Et de savoir la part du Bwiti dans ton parcours. Et attends, pour compléter, on peut partir du paratexte un peu. C'est pas un représentant du Bwiti qui est là. Exactement, c'est ce que moi j'ai compris en tout cas. C'est quelqu'un en plein rythme. Une petite connaissance de la culture gabonaise nous fait penser que là, la première page de couverture... Attends, regardez le visage. Qui est-ce? J'ai même pensé que c'était lui. J'ai même vu moi. J'ai dit, oui, c'est lui. Regardez le visage. Oui, parce que la spiritualité dont il parle, là on... Non, le visage même, le visage, c'est lui. Regarde le visage. Je ne parle pas du totem de la panthère, de la peau de panthère, mais regarde le visage, c'est lui le visage. Le personnage, la personne qui est sur la première de couverture, c'est Dominique Thomas. C'est bien moi parce que, pour revenir à cette
à cette notion d'assumer ce qu'on écrit et ce qu'on dit. J'ai choisi de mettre cette image-là. C'est bien moi qui suis là, mais transformé en Bwiti. Parce que je le dis ouvertement, je me suis fait initier au Bwiti. J'ai reçu la formation, disons, occidentale en matière d'acteur, d'actorat et de metteur en scène. Mais je voulais aussi retrouver dans nos rituels à nous de l'Afrique, qu'est-ce qui fait la force, par exemple, notre force à nous. Les bouitistes, par exemple, ils peuvent vous faire une semaine, ils dansent, ils ne se fatiguent jamais. C'est une endurance qui m'a interpellé. Je me suis dit, il faut que j'aille découvrir comment on peut être endurant. Le problème de la 16, par exemple, si on veut faire un régime alimentaire, mais il y a tout un processus. Et je me suis dit, peut-être que là-bas, je vais retrouver cela. Et c'est pourquoi je me suis fait initier pour un problème scientifique et aussi pour un problème personnel. Et cette initiation-là a fait en sorte que je sois transformé comme celui-là. Donc, c'est l'initié qui est là. Et tout ce qui est sur la première couverture est symbolique. Parce que en nous, l'être humain, nous avons à la fois un côté animal et un côté humain. C'est la raison pour laquelle il a la peau de la panthère sur la couverture. Et puis l'humain, nous portons tous une forme de carapace. Et sous cette carapace-là, il y a des couleurs. Il y a des couleurs qui ont une signification au Bwiti. Pour revenir donc à la réponse à la question de l'innocent. On est tellement content de vous avoir ici. Quelqu'un enfin va nous parler du Bwiti et va informer les millions de téléspectateurs qui nous suivent. Voilà. D'abord, pour répondre à la question du Mbanja. Le Mbanja ou l'Ambanja, ça dépend, c'est un temple. C'est comme un monastère, c'est comme l'église, ça c'est le temple qui reçoit, disons, ceux qui ont adhéré à la religion Bwiti. Je dis bien que le Bwiti n'est pas une secte, en tout cas selon mon analyse à moi, c'est une religion. Parce que tout simplement, ça fait partie des religions ancestrales. Avant que les missionnaires n'arrivent en Afrique, nos parents dans toute l'Afrique avaient une façon d'être en contact avec communiquer avec Dieu. Avec le Créateur. Voilà, donc le Bwiti fait partie de ces religions ancestrales où des gens se sont retrouvés pour être en contact avec Dieu et surtout pour réguler la société. Parce que quand on est par exemple initié au Bwiti, il y a beaucoup de tabous. Ah, d'accord. Ne pas tuer, ne pas faire ceci, cela. Lorsque vous êtes, disons, comme dans les 10 commandements. Voilà, comme dans les 10 commandements. Lorsque vous êtes coupable de ces, ces interdits, eh bien, vous avez, disons, des sanctions. Voyez. Et c'était fait pour réguler la société. Ah, oui. Et puis c'était fait aussi pour que on transmette la force de la cosmogonie, qu'on comprenne ce que signifie l'eau, ce que signifie, disons, la forêt, ce que signifie l'arbre. Vous ne pouvez pas aller abattre un arbre si vous ne causez pas avec l'arbre, parce que dans le Bwiti, on vous fait comprendre que l'arbre aussi a une vie et qu'avant de l'abattre, il faut demander sa permission. Alors, Dominique, je pense qu'il y a une émission où on parlait du retour aux valeurs traditionnelles. Absolument. Et que si toutefois, je n'ai rien contre les religions importées, je n'ai rien contre les religions révélées, mais si les Africains retournaient à leur religion traditionnelle, il y a beaucoup de problèmes qu'on a, des problèmes sociaux, auraient pu être évités. Bien sûr. Par exemple, j'avais dit qu'on n'avait pas à avoir VVF en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Africain, il est par essence écologiste. Absolument. Et que l'Africain, par essence, respecte la nature. L'Africain se prend pour un élément de la nature. Il n'a jamais essayé de dompter la nature. Et par rapport à cela, revenir aux valeurs traditionnelles, on n'a pas besoin de certains organismes qui nous viennent d'Occident et qui ne connaissent même pas nos traditions, qui ne connaissent même pas l'essence même de notre culture. D'accord? Parce qu'on ne verse pas de l'eau chaude sur le sol. On ne peut pas arracher une feuille à un arbre sans lui demander la permission. Et souvent, quand on lui enlève de l'écorce ou une tige pour soigner, on donne en contrepartie un morceau de vêtement de celui qu'on doit soigner, une pièce de monnaie donnée par celui qui a soigné, pour lui donner l'autorisation de pouvoir soigner celui qui est malade. Absolument.
À partir de là, on peut voir le respect qu'on a pour la nature. Et justement, nos religions traditionnelles respectent la nature, ce sont des religions humanistes, tout simplement. Et Innocente a répondu. Non, je n'ai pas répondu. Il faut répondre. Parce que moi, je veux savoir. Non, je n'ai pas répondu. Maintenant, est-ce que tu as le droit de parler du butin dans ton œuvre? Parce que justement, ce n'est pas une secte, c'est une religion. Mais le fait de divulguer les secrets, je pense que c'est aussi. Ça fait partie des interdits. Ésotériques. Je pense que aujourd'hui on parle des religions révélées. Oui. Au niveau, par exemple, de l'Occident. Si nous pouvons critiquer, par exemple, la franc-maçonnerie, la religion protestante, musulmane, catholique, mais c'est bien parce que il y a eu des écrits. Nous avons lu, et par rapport à ce que nous avons lu dans ces livres-là, dans cette littérature, on peut débattre de l'opportunité ou pas de ce que nous lisons. Oui. Si nous voulons arriver à cette même analyse de nos religions ancestrales, mais il faut qu'on écrive aussi. Si ça reste secret, comment voulez-vous que ceux qui diabolisent, par exemple, le Bwiti, ne continuent pas à diaboliser le Bwiti? Or que moi, tel que j'ai décrit le Bwiti dans mon roman, mais ceux qui vont lire le Bwiti révélé dans mon roman vont se rendre compte qu'on avait tort hier de diaboliser le Bwiti. Parce que l'un des initiés qui a vécu le Bwiti, quand on lit ce qu'il nous raconte, mais il n'y a rien d'effrayant dans ce qu'il a vu. Il n'a vu que des belles plages. Il a fait le voyage astral, il s'est retrouvé dans tel pays où on n'a pas vu des personnes égorgées. Lui-même, il n'a pas rencontré des dragons. Donc, quelque part, on a un peu tort de diaboliser. Et puis, avant que Innocente peut-être ne réagisse, il y a eu Julien Bonhomme, qui est un Français, qui est un scientifique, un chercheur, qui a écrit aussi sur le Bwiti, parce qu'il s'est fait initier, au Gabon. Bon, donc lui, il a dit, il a décrit aussi ce qu'il a vécu en tant que occidental. Oui. Moi, en tant que Moini aussi, en tant qu'étranger. Moi, j'ai aussi décrit ce que j'ai vécu. Et je peux vous assurer que ça concorde, et dans ce que nous avons vécu, ça c'est mon avis à moi, il n'y a rien de tabou. Moi, j'ai parlé de ces relations, de cette relation que les humains ont avec Dieu. Ouais. Parce que puisqu'il y a des totems, puisqu'il y a des hôtels où on voit des symboles, où en général les initiés font des libations, on a tendance à penser que le Dieu, c'est cet objet-là. Alors que par rapport à ce que je connais de la religion traditionnelle sérère, les Sérères sont un groupe social du Sénégal, il y a ce qu'on appelle le Roc Sen. Roc, c'est Dieu. Sen, c'est-à-dire il est omnipotent, omniscient. Sen, parce qu'il est partout, il a le don d'ubiquité. Alors, Roc Sen, il est en haut. Il est trop loin des hommes. Il est trop puissant pour les hommes. Et puisque les ancêtres ont quitté cette terre, ils sont plus proches de Roc Sen, alors on voue un culte aux ancêtres pour que ces ancêtres intercèdent pour les humains auprès de Roc Sen. Absolument. Alors justement, on dit, ah oui, mais ils font des libations. Moi, je ne compare pas, je n'ai pas envie de comparer, mais quand je revois la religion catholique, les rituels, la religion catholique, il y a ce qu'on appelle les saints. Les saints, c'est ceux qui sont censés être plus proches du Créateur que nous. Et il y a Saint-Michel, il y a Sainte-Thérèse, il y a Saint-André. Saint-André, c'est le grand-père de quelqu'un d'autre. Je dois respecter le grand-père de quelqu'un d'autre, alors qu'on ne me dise pas de ne pas respecter mon grand-père à qui on voue un culte chez les Sérères pour qu'il aille intercéder, pour que le Saint-André prie pour nous. Et mon grand-père, il n'a qu'à intercéder pour moi auprès de Roc Sen pour que je puisse avoir ce que je demande sur terre. Absolument. Alors quand on fait ça, les religions, cette religion révélée qui est le catholicisme là, fonctionne. Moi, je vois un fonctionnement par rapport à cette situation-là, je vois un fonctionnement identique
par rapport à la religion sérère. Absolument. Je vois que le Bouiti, j'en viens au Bouiti par rapport à la cosmogonie. Et le Bouiti, il y a des rites pour que l'humain puisse avoir le droit de s'adresser au Très-Haut en passant par les ancêtres. Absolument. Alors pourquoi est-ce qu'on veut diaboliser les religions traditionnelles africaines? Au-delà de tous ces bienfaits... C'est les dernières questions, s'il oui, te plaît. Au-delà de tous ces bienfaits, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même, parce qu'il ne faut pas pécher par angélisme, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même légiférer, encadrer ces pratiques religieuses-là quand même par des lois? Parce que... Pourquoi tu n'es pas, comme non, tu m'as reproché une fois, sous le prisme de l'écriture occidentale? Non, on n'a pas besoin d'écrire. Des lois parce que c'est un peu... il y a comme une crise d'autorité parfois. Qui peut être un bon initiateur? Sous ces dérives-là existent aussi chez les chrétiens. Oui, on voit des églises proliférer partout. N'importe quel garage désaffecté peut devenir une église. Alors c'est pareil, ce n'est pas une question de religion traditionnelle. Je déplore juste le fait qu'Innocente se limite exclusivement à la religion catholique pour ne peut-être pas choquer. Non, c'est parce que c'est la religion que je connais. Oui, est-ce qu'il ne faut pas quand même encadrer? C'est la seule raison. Non, moi je m'aventure sur un terrain que je juge ne pas être on trop regarde, glissant. elle prend un exemple. Parce que je connais la religion catholique, c'est tout. Innocente. L'exemple que tu prends, cet exemple-là aussi, là, il y a une crise d'autorité aujourd'hui. Les maîtres à penser dans ces religions-là ont fait des erreurs. Bon, ça c'est peut-être par rapport aux religions. Les religions révélées. Les maîtres à penser d'autres religions aussi ont fait des erreurs. Oui, mais ça dit... Alors c'est humain, ce n'est pas en rapport avec la religion traditionnelle. C'est seulement humain. Moi, je ne veux pas que des maîtres, des maîtres initiateurs fassent autant d'erreurs. Parce que je ne veux pas lâcher le mot, mais on prétend qu'il y a eu des morts dans des bangas. Oui, c'est-à-dire que non, il y a eu des morts dans les... Il y a eu des morts lors des circoncisions en Afrique. Ben oui. Ne péchons pas par il y a des morts aussi par l'Inquisition aussi. Il y a des morts, il y a des morts par l'Inquisition. Bon, c'est vrai, il y a des morts par les djihadistes. C'est-à-dire que moi je suis... Donc il faut laisser faire. Le problème, il est humain. Non, il va répondre, tout simplement. Il va répondre et on va clore ce débat-là. Voilà, moi je réponds en disant ceci. C'est-à-dire que il y a déjà au sein, je prends seulement l'exemple du Bouiti, que je connais bien, même si je connais aussi d'autres rituels, parce que en tant qu'anthropologue, j'ai essayé de comprendre. Il y a déjà à l'intérieur même de ces rites-là, de ces religions-là, déjà une forme de légifération. On ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Mais le problème qui se pose, c'est un peu comme nous disions tout à l'heure, il y a toujours effectivement eu des dérives au niveau des overdoses de ce que nous consommons. Voilà. À ce moment-là, effectivement, on peut attirer l'attention de légiférer, par exemple, une forme de posologie dans ce que, par exemple, nous consommons, pour ne pas dépasser une certaine dose qui fait en sorte qu'on a des effets secondaires qui sont souvent tragiques. Là, je suis d'accord. Mais sinon, au sein même déjà de ces religions, il y a déjà des codes déjà. On ne doit pas dépasser certaines choses. Et d'ailleurs, je vais terminer par là pour dire que je crois que Expression aura la possibilité un jour de revenir sur la chefferie traditionnelle. C'est important. Parce que c'est très très important. Je me suis rendu compte, en faisant le travail de Moeni, puisque dedans je parle du royaume Luango, d'où je suis originaire, mais je me suis rendu compte que dans ce royaume-là, n'était pas roi n'importe qui. Il y avait un conseil qui voyait d'abord comment il est, avant... Il était loin d'être un dictateur. Voilà. Et dès qu'il se trompait, il était tout de suite banni. Tous les grands royaumes africains ont fonctionné comme ça. Voilà. Et si on ramenait... Alors on n'a pas attendu les autres pour connaître l'alternance. On n'a pas attendu les Grecs pour connaître la démocratie. Non, pas du tout. Moi je disais que si ces travaux-là, et moi vraiment je vous encourage
de faire une émission spéciale sur ces chefferies-là pour que nous allions au XXIe siècle retrouver ce qui a fait la dignité et la force de nos royaumes d'hier. Qu'il est, je pense qu'il sera le bienvenu sur le plateau d'expression pour un éclairage sur le fonctionnement de la chefferie traditionnelle. Absolument. Parfaitement d'accord. Merci Dominique d'avoir clarifié certaines zones d'ombre, d'avoir donné sens au Bwiti, qu'on a dévalorisé les religions traditionnelles, et d'avoir donné envie de lire votre roman qui trace un parcours tragique, mais qui finit dans la lumière, dans la connaissance, dans le savoir du Bwiti. Dominique, qui doit lire? Dernière question. Quelles sont vos cibles? Qui doit lire ça? C'est tout lecteur. C'est tout, parce que ça concerne l'adolescent et ça concerne aussi l'adulte. Parce que la guerre civile a été orchestrée par les adultes. Et les adolescents vivent souvent ce genre de tragédie. Ils sont entraînés même. Voilà. Et très souvent, c'est pourquoi je dis, les adolescents comme les adultes ont intérêt à lire ce livre-là parce que tout simplement, on y trouve tous, disons, de la matière à réflexion. Déjà, l'adolescent doit lire ça pour voir comment est-ce que, quand on a assisté à une tragédie comme celle-là, comment est-ce qu'on se reconstruit pour avoir, disons, pour atteindre un âge adulte sans écorchure. Et aussi l'adulte doit lire pour se rendre compte du mal qu'ils font aux enfants quand, par exemple, on profite, surtout la politique politicienne, profite des situations pareilles pour mettre à feu et à sang, disons, des personnes innocentes. Voilà. Chers téléspectateurs, nous vous recommandons particulièrement de lire cette œuvre-là et tous âges confondus, africains, occidentaux.